Voilà, et bien après ces présentations qui sont parties du réglementaire jusqu'à l'applicatif en passant par le relais territorial et les politiques mises en œuvre par les collectivités, place à la salle pour évoquer les questions que ces exposés ont pu vous susciter. Donc n'hésitez pas. Vous avez des micros incorporés à chaque place. Donc je pense qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour le faire fonctionner et prendre la parole. Brigitte Durand. Brigitte Durand, Ville de Paris. Une question qui se pose à nous et qui se pose, je pense, à tous régulièrement, notamment en termes d'aménagement sur l'entretien des végétaux, où on nous oppose souvent la nécessité absolue de mettre de l'arrosage automatique pour entretenir les végétaux quand il ne pleut pas, puisqu'il ne pleut pas forcément toujours. Voilà, et donc on se trouve confronté à des problèmes d'abord de coût, parce que ça a un coût, d'entretien derrière, parce que ça demande un certain entretien sur le long terme, et notamment ça va à l'encontre de ce que l'on cherche à faire, notamment en allant rechercher la ressource naturelle de l'eau de pluie pour entretenir ces noues, ces jardinières en pleine terre. Qui peut répondre? Les praticiens, peut-être, de terrain. Alors moi, je ne vais pas forcément aller dans votre sens. J'ai le retour des services gestionnaires, effectivement, espace vert chez nous. Pendant un certain temps, effectivement, on a cherché, je crois, sur les espaces verts à ne pas avoir d'arrosage. Et ce qui fait qu'en période d'été, les végétaux souffraient beaucoup. Et avec, dans l'idée aussi de rafraîchissement, il faut que le végétal puisse évapotranspirer. Pour ça, il a besoin d'eau. Et donc, nous, on est plutôt, je crois, je ne suis pas service gestionnaire espace vert, mais je crois qu'on est plutôt dans l'idée de mettre un peu d'arrosage quand même l'été pour permettre cette évapotranspiration et ce rafraîchissement du milieu. Mais après, faut-il que ce soit raisonné, bien sûr. Après, ça pose d'autres problèmes. L'arrosage automatique, c'est les infiltrations à outrance dans les sous-sols, notamment sur des ouvrages qui sont sensibles. Bon, là, à Paris, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, on a le métro. Et du coup, les arrosages automatiques sont clairement, ça a été montré, clairement à l'origine de beaucoup d'infiltrations et de dégâts dans les stations des ouvrages en dessous. Pour compléter la réponse, moi je pense qu'il y a aussi une réflexion qui doit y avoir sur la conception même des espaces verts d'une façon générale face à l'adaptation au changement climatique. Je vais prendre quand même comme exemple la ville de Rennes, la ville de Lyon, sont en train de travailler sur redéfinir leurs chartes végétaux vis-à-vis du changement climatique en prenant comme référence des villes comme, si je ne me trompe pas, Marrakech et Barcelone. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement là aussi une problématique d'adaptation. Hein. On ne peut pas, je veux dire, face effectivement à des températures qui risquent de monter jusqu'à 50-55 degrés, continuer à avoir le même type de végétation et devoir consacrer de l'eau alors qu'elle va manquer pour l'habitant. Donc je pense qu'il y a une réflexion effectivement et c'est aujourd'hui qu'il faut l'avoir parce que la température c'est dans 10 ou 15 ou 20 ans, ces températures extrêmes, hein, sans attendre celles qu'on a déjà eues au moins cette année. Oui, Daniel Markovitch, association Arceau. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui la collecte des eaux de pluie sur les toitures et des réservoirs enterrés pour utiliser justement à l'arrosage des espaces verts en période où on a un manque de la sécheresse, c'est-à-dire de réutiliser toujours de l'eau de pluie et pas rajouter encore un usage supplémentaire? Ça, c'était la première question que je vais poser. La deuxième, on a parlé des subventions de l'agence de l'eau. Est-ce qu'on a, j'ai pas entendu, ou faire attention aux subventions de la région aussi dessus, est-ce qu'il y en a ou pas? Peut-être redonner la parole à Brigitte qui pourra justement évoquer l'innovation en termes de stockage le long des descentes d'eau de bâtiments. Oui, on a lancé une expérimentation sur un bâtiment de Paris Habitat dans le 10e arrondissement avec une gouttière réservoir en fait.
Mais effectivement, c'est une expérimentation. La difficulté dans ce type de dispositif, c'est d'avoir derrière l'usage. Récupérer l'eau de pluie, c'est une chose. Il faut qu'on identifie bien l'usage derrière. Cet usage-là, dans le cas présent, il a été identifié puisqu'il y a un jardin partagé. Donc, c'est une association d'habitants qui gère cette récupération d'eau de pluie et leur usage. Et nous sommes en train de mettre en place un suivi pour voir un petit peu justement comment cette eau va être utilisée. Faire ça à grande échelle, il faut y réfléchir parce que c'est quand même assez coûteux. Et enterrer des réservoirs, notamment en zone urbaine dense, ça paraît quand même assez compliqué. C'est effectivement une idée, mais ensuite il faut relever l'eau, donc il faut des pompes. Je ne suis pas certaine que ce soit non plus l'idéal. Voilà, donc, et on a souvent besoin d'eau l'été, quand il pleut moins, donc les réservoirs ne sont pas forcément pleins. Donc voilà, donc ça fait partie des solutions, la récupération, mais ça ne peut pas être, je pense, quelque chose à grande échelle. Merci. Bonjour, Patrick Mellul, Société Consomix, membre du cluster EMS. Juste, on parlait tout à l'heure d'environnement. Tout d'abord, la SEMNA qui était sensible à l'environnement, qui ensuite s'est posé la question de l'infiltration. Je crois qu'historiquement, c'est comme ça que ça s'est produit. Peut-être pas dans le cadre de la SEMNA, mais d'une manière générale en France, en aménagement urbain. Aujourd'hui, on se pose la question de la végétalisation adaptée. Et en effet, c'est une question pertinente. L'autre sujet, donc, les espèces qui résistent à un stress hydrique plus ou moins important, et c'est bien évidemment une piste de réflexion. L'autre aspect, et Laurent Dechêne, donc, qui était à mes côtés, pourra en dire un peu plus là-dessus, le fait d'arroser les espaces dédiés à l'infiltration permet simplement de remplir leur fonction. C'est-à-dire qu'en fait, les sols secs n'absorbent pas en cas d'épisode pluvieux. Et ils mettent un certain temps à se maintenir en état. Donc en maintenant un certain taux d'humidité, on renforce la fonction d'infiltration, en fait, tout simplement. On les rend ils deviennent infiltrants plus vite lors d'un épisode pluvieux. Oui, bonjour. Guillaume Nourry, entreprise Nereus, basée dans le sud de la France où il fait en effet très chaud l'été. Pour apporter une solution aujourd'hui à l'arrosage d'été, et sans vouloir trop dévier sur autre chose que les eaux pluviales, aujourd'hui il y a des eaux dans les bâtiments. Aujourd'hui il y a des technologies, et nous on intègre une technologie membranaire qui pourrait permettre d'être dans la réutilisation de l'eau l'été à des coûts moindres que l'eau potable et préserver donc les ressources en eau potable. Donc il existe aussi des solutions pour allier eau de pluie et espaces verts l'été sont puisés dans les ressources. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un pourrait intervenir pour le compte de la région et évoquer s'il y a des aides financières pour le... Il y a des aides de la région qui sont effectivement ouvertes sur la gestion des eaux pluviales, mais indirectement. C'est contrairement à l'agence de l'eau qui s'attaque directement à la gestion de l'eau, la région, elle s'attache beaucoup plus à la partie végétalisation, donc ça va être des aides indirectes qu'il faudra mobiliser pour compléter, et qui peuvent compléter d'ailleurs les aides de l'agence de l'eau. Je disais, effectivement, il y a aussi les aides à l'innovation que met en place la région Île-de-France, donc je vais revenir sur le sujet tout à l'heure. Donc il y a Innovap Expérimentation, donc il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont mises en œuvre avec des entreprises et des collectivités qui sont financées dans ce cadre-là. Donc plutôt sur le champ de l'innovation. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, moi je vais me permettre une question à M. Denis sur PLU, zonage. Vous avez évoqué que le zonage n'était qu'une annexe du PLU. Pour ma part, je considère que c'est un peu dommage parce que un peu insuffisant, voire très insuffisant. Parce que la problématique de la gestion de l'eau et de l'eau de pluie, certes, doit regarder la problématique du temps de pluie et des petites pluies, mais aussi des grosses pluies. Or, il me semble aujourd'hui que l'urbanisme doit prendre en compte la problématique de la gestion globale de l'eau, donc par petite pluie, mais aussi par grosse pluie, c'est-à-dire qu'elle doit prendre en compte ce que j'appelle, moi, la notion de l'imineur et de l'imageur en ville.
voilà, vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. Le lit mineur étant les ouvrages de gestion des eaux pluviales jusqu'à une certaine occurrence. Au-delà, il faudra bien quand même qu'on adapte l'urbanisme au passage de l'eau sans faire de dégâts. Et ça, le zonage est là pour le définir en termes de zones d'écoulement. Et ces zones d'écoulement doivent bien, me semble-t-il, être transcrites dans le plan local d'urbanisme pour pouvoir faire évoluer la ville au fur et à mesure de sa transformation. Donc, qu'en est-il aujourd'hui des possibilités réglementaires vis-à-vis de ces besoins-là? Oui, je pense qu'il y a enfin, j'ai un peu rappelé tout à l'heure les difficultés. La première difficulté, c'est qu'en fait, le document d'urbanisme, il vise à mettre en œuvre des règles applicables aux parcelles, aux unités foncières, les unes après les autres. Alors que la conception dont on parle, c'est une conception globale à l'échelle de la ville. C'est le même problème par rapport à plein d'autres sujets environnementaux. Donc la question, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se pose la question et qu'on regarde comment, effectivement, peut être mis en place des règles à la parcelle, des exigences à la parcelle, et non plus seulement à l'échelle du territoire. Mais ça suppose un travail technique, un travail d'ingénieur qui n'est pas encore accompli. Après, le passage au réglementaire, de mon point de vue, ne devrait pas poser de difficulté, sauf qu'on a une limite qui est la question de la construction. C'est-à-dire que l'urbanisme, ce n'est pas la construction, et qu'à un moment donné, ou bien on change les règles du jeu, du code d'urbanisme, et on y introduit aussi des règles de construction, ou on en reste à ce découpage très dur entre l'un et l'autre. De mon point de vue, effectivement, tout pousse à ce que, à l'avenir, l'urbanisme intègre aussi des règles de construction. Oui, j'ai peut-être un embryon de réponse à ce sujet. Dans les PAPI de troisième génération, les programmes d'action de prévention des inondations de troisième génération, il est prévu que pour pouvoir labelliser un PAPI, il faut aussi qu'il y ait une évocation, disons que le sujet ait été abordé, soit sur les SCOT ou dans les PLU, que le problème du zonage pluvial ait été abordé. On n'a pas dit résolu ou complètement fait, mais c'est un premier point. Il n'y a pas de législation contraignante de ce point de vue. Simplement, le fait que la question a été posée et doit être étudiée. Voilà, c'est la seule chose qui, à ma connaissance, soit dans les tuyaux pour la prévention des inondations. Merci bien de voilà. Donc il y a encore du travail législatif et réglementaire à venir, donc il y a encore un peu de travail. Écoutez, il me reste à remercier l'ensemble des intervenants que je vais inviter donc à rejoindre ici autour de moi pour une photo souvenir.